Bonjour à toutes et tous, chers membres de l'Assemblée de la Transition de l'UNIL. Bienvenue à cette nouvelle session de travail. J'espère que vous allez bien. Ça fait plaisir de vous voir aussi nombreuses, nombreux. Alors pour commencer cette nouvelle journée, je vous propose de tenter une expérience. C'est de fermer les yeux, si vous le souhaitez. La consigne, c'est d'aller voyager dans le temps, aller dans l'UNIL en 2030. Peut-être aussi juste vous rassurer que vous pouvez prendre ça comme un jeu. Et vous vous arrêtez le 6 juin 2030. À quoi ressemble le campus universitaire? Au niveau des bâtiments, des espaces verts. Puis pour aller un petit peu plus loin, comment l'université s'adapte-t-elle au changement climatique? Par exemple aux épisodes de canicule ou de sécheresse. Et je vous invite à prendre 5 minutes pour vous, pour répondre un peu à ces questions. À quoi ressemblera l'Université de Lausanne dans 10 ans ou encore en 2050 ? Face à un contexte de crise environnementale et sociale, quel doit être le rôle d'une université ? Et comment peut-elle se transformer ? La question est complexe et nécessite de réunir des savoirs, des compétences et des expériences différentes. Elle implique aussi de mobiliser l'intelligence collective pour créer des propositions qui soient à la hauteur de l'enjeu. L'Université de Lausanne a choisi de relever ce défi. Son fonctionnement doit respecter les limites planétaires tout en prenant soin du bien-être de sa communauté et en permettant d'assurer ses missions sociales, l'enseignement, la recherche et le service à la société. Face à ces constats, l'UNIL propose une expérience inédite. La mise en place d'un véritable laboratoire vivant de la transition s'appuyant sur les derniers savoirs scientifiques. Le processus, 60 personnes tirées au sort parmi la communauté universitaire, 30 hommes, 30 femmes, issus des différentes facultés et services pour former l'Assemblée de la Transition. Voilà, vous me regardez, tout le monde est là ? Bonjour. J'aimerais vous adresser la plus cordiale des bienvenues à la toute première session de l'Assemblée de la Transition de l'UNIL. Vous êtes 15 étudiantes et étudiants, 15 membres du corps intermédiaire, 15 membres du personnel administratif et technique et 15 membres du corps professoral à avoir été tirés au sort parmi la communauté de l'UNIL pour former l'Assemblée de la Transition. Alors l'objectif, Benoît disait que j'allais dire les objectifs pour la direction. Le premier, c'est d'être ambitieux. Donc n'ayez pas peur dans ce que vous proposez. Et je pense comme université qui est très profilée autour des questions de durabilité et de transition écologique, nous devons absolument au minimum de rentrer dans les objectifs de l'accord de Paris. Je vous remercie. L'UNIL, c'est un campus principal de 90 hectares situé au bord du lac Léman, en Suisse. Ces 35 bâtiments accueillent 17 000 étudiants et étudiantes et 5 600 collaborateurs et collaboratrices répartis dans 7 facultés et 22 services. L'UNIL s'engage en faveur de la durabilité depuis plus de 30 ans. En 2003, elle crée la faculté des géosciences et environnement. Elle nomme en 2011 un vice-recteur durabilité. En 2015, elle lance un nouveau master en durabilité et se dote en 2019 d'un centre de compétences en durabilité. La direction de l'UNIL a décidé en 2022 de créer l'Assemblée de la Transition afin d'aller encore plus loin. Je vais donner juste quelques consignes ou aspects pratiques de cette assemblée. Vous avez une certaine liberté de faire des propositions. C'est aussi un certain pouvoir finalement. Vous avez le pouvoir de
La mission de l'Assemblée, faire des propositions permettant de ramener les impacts de l'UNI dans les limites écologiques de la planète, tout en répondant à ses missions sociales. L'Assemblée s'est réunie pour 10 sessions de travail, soit une dizaine de jours, réparties sur une année entière. Elle a été encadrée par les équipes du Dicaster Transition écologique et Campus et du Centre de compétences en durabilité qui ont organisé et facilité les séances. Ce film raconte l'histoire de cette démarche participative aux côtés des 60 membres de l'Assemblée et de ceux et celles qui les ont accompagnés dans cette aventure. J'ai envie d'inviter l'équipe de co-facilitation du jour à venir me rejoindre. Et donc nous, notre rôle est quand même très différent de celui de la direction qui délivre un mandat. Notre rôle est d'accompagner tout le processus. Et puis on est principalement là du coup pour faciliter les échanges entre vous, pour faire émerger l'intelligence collective qui va naître tout au long de ce processus. Il faut laisser un passage de sécurité de chaque côté. Donc ça, c'est le format qu'on va adopter lors des différentes sessions. Comme ça, on peut tous se regarder. Du coup, on va écouter quelques motivations à participer à cette assemblée. Nous, on a principalement parlé du fait d'avoir de la chance, de pouvoir essayer de faire bouger les choses et changer les choses. Ici. Il y a aussi de la curiosité, de voir un peu ce qu'on allait vraiment pouvoir faire, à quel point on allait pouvoir avoir un impact. Alors moi, je pense qu'elle a du sens dans le contexte actuel. Après, pareil, est-ce qu'elle va avoir un impact et est-ce que ça va fonctionner ? J'ai des doutes. Ce que je trouvais qu'il y avait pas mal de sens dans le contexte actuel, c'est qu'on a la représentation de toutes les différentes facultés, de toutes les différentes parties de l'UNIL. Après, c'est vrai, on verra où ça nous mène. On va recommencer sur le niveau de confiance que les propositions seront mises en œuvre par la direction. Moi, j'attends de voir honnêtement parce que je pense qu'on a tous la motivation d'être là et de proposer des idées qu'on a nous. Après, est-ce que ça correspondra aux politiques que l'université a décidé d'instaurer dans son mandat ? Je ne suis pas sûr. Perso, j'ai l'impression qu'il y a souvent des bonnes propositions et que ça bloque au niveau politique. C'est surprenant, on est tous en train de s'auto-censurer en fait. C'est juste, il y a eu plein de commentaires, je déteste les micros, mais il y a plein de commentaires, non mais il faudra trouver le compromis, il faudra trouver quelque chose de raisonnable, mais en fait on est là pour trouver le compromis entre nous, pas déjà s'auto-censurer avant de proposer des choses à la direction. En tout cas, c'est comme ça que moi je comprends la mission de l'Assemblée en fait. Le cadre des réflexions a été défini collectivement avec les membres. Les modalités de travail, la présence d'une caméra, les thématiques des sessions ont été discutées. On a mis oser les débats, parce qu'on est dans une culture assez du consensus en Suisse, et puis j'ai l'impression que des fois on n'ose pas trop rentrer dans la confrontation. Peut-être des notions importantes qui étaient oubliées, notamment l'humilité. Moi j'espère vraiment que ce qui sort d'ici, ce qui sort de l'université ou des universités, ça ne va pas être transformé en une espèce de truc des nantis, de l'élite intellectuelle, mais que ce sera accepté comme des propositions de citoyens. Très bien, donc on touche gentiment à la fin. Nous avons tous et toutes des visions différentes de ce que sera un futur durable. Certains et certaines y voient des effondrements ou un futur sobre et planifié. D'autres un futur très technologique ou encore une société basée sur le partage et la solidarité. Construire une vision commune de ce vers quoi nous souhaitons tendre et des mesures pour y parvenir implique d'échanger et de confronter nos représentations. Alors moi je suis effectivement BSC, je suis Max, donc je suis full pessimiste social. Donc on est clairement sur les trois pessimistes. Oui, de toute façon on ne rédige pas une thèse. Maintenant on va s'intéresser à votre vision idéale de la durabilité. Moi c'est un questionnement, c'est comment concilier la durabilité avec la nature humaine et encore plus délicat, comment la concilier avec nos modes de pensée. Moi j'ai mis la durabilité sera globale ou ne sera pas. Ça fait un peu slogan, mais la question c'est pas de se culpabiliser mutuellement ou que les pouvoirs publics nous culpabilisent ou que l'université nous culpabilise en tant qu'individu, mais c'est pensée globale parce que sinon ça ne marchera pas. Enfin, ce qui ne m'empêche pas moi d'avoir des actions individuelles, mais elles ne feront rien, quoi. Pas parce que je prends mon vélo tous les jours que ça change quelque chose, quoi. Donc je répète juste la consigne. Le post-it jaune, c'est aussi là où vous mettez le grand post-it vert clair et les 3 petits post-it.
Voilà un bel exemple de comment il faudrait mettre les post-it. Nous, le post-it jaune, c'était que l'évolution technologique permettra potentiellement d'améliorer la qualité de vie, mais qu'il existe un risque d'inégalité sociale dans le contrôle et l'accès à ces technologies. Je me permets juste de dire que c'est à chaque fois des hommes qui parlent. Oui, mais on m'a tendu le micro. Donc... notre vision, c'est que la montée des inégalités, les potentielles crises sociales, elles vont être interdépendantes des crises écologiques qui sont déjà en cours. Du coup, ce qui nous semble probable, ce serait d'adopter plus de mesures de sobriété, de réduction de la consommation et de la production. Moi, j'étais dans un groupe avec 2 jeunes collègues, puis je voyais chez eux un optimisme caractéristique de l'âge, de l'énergie, etc. Moi, mon âge me rend un peu plus cynique, mais en même temps, j'ai une fille de 5 ans, et on s'est raisonné. Donc tous ces aspects-là vont aussi influencer. Moi, j'ai l'impression que cette constitution des groupes, ça nous fait aussi voir les choses autrement. Bonjour tout le monde. Donc effectivement, tout au long du processus, on a prévu d'accompagner les réflexions de l'Assemblée de la transition par la présence d'experts. L'idée aussi, c'est de partir du principe que chaque membre de cette Assemblée est un expert en lui-même, un expert de terrain. Afin de nourrir les travaux de l'Assemblée, le Centre de compétences en durabilité s'est appuyé sur des constats scientifiques rigoureux. Il a aussi mobilisé des chercheurs et des chercheuses tout au long du processus. Un film a été réalisé pour poser le contexte et illustrer la complexité des enjeux actuels. 5 chercheurs et chercheuses de l'UNIL, dont certains et certaines faisant partie du GIEC ou de l'IPBES, témoignent de la crise climatique et des relations qu'elle entretient avec d'autres problématiques environnementales ou sociales. Selon les scientifiques, les conséquences des changements climatiques sont déjà perceptibles. Mais qu'en est-il des risques à long terme ? C'est l'augmentation des événements climatiques extrêmes, les vagues de chaleur, les inondations. Et les modèles du GIEC montrent tous que l'inaction climatique va mener à une augmentation encore plus dramatique de ces événements climatiques extrêmes, mais aussi une détérioration générale des conditions de vie sur la planète. Les pics de chaleur, c'est quelque chose qui a déjà des excès de mortalité en été qu'on peut mesurer en Suisse dans les établissements médico-sociaux, avec parfois plusieurs milliers de décès supplémentaires uniquement liés aux canicules, aux pics de canicule l'été. Mais si on a des événements catastrophiques sur des zones où on fait pousser beaucoup de nourriture pour l'espèce humaine, ça peut vraiment entraîner des grandes catastrophes en termes de famine et de perte de conditions de vie dans plusieurs parties du monde. Alors dans le monde, pour l'instant, le changement climatique a déjà un impact assez important sur pas mal d'espèces. Donc on estime que il y a un taux d'extinction de base en fait dans l'histoire de la Terre, où il y a toujours des espèces qui apparaissent, il y en a qui disparaissent. Et puis on estime qu'aujourd'hui, on a un taux d'extinction qui est environ 100 fois supérieur à ce taux d'extinction de base. Le principal facteur d'érosion de la biodiversité, c'est l'homme lui-même, c'est la manière dont l'homme occupe le territoire. Et il faut rappeler peut-être, parce que c'est un mythe qui est bien présent en Suisse, que la Suisse est dernier de classe en Europe pour la protection de la biodiversité. Elle a la plus faible surface de zones protégées et elle a le plus grand nombre d'espèces menacées. À ces constats globaux sans appel s'ajoute un diagnostic approfondi des impacts écologiques de l'UNIL. Bonjour à toutes et à tous. En ce début d'après-midi, Cécilia et moi allons vous présenter un outil qui vous sera très précieux pour la suite de votre travail. Alors il s'agit de l'état des lieux, non plus global, comme nous l'avons vu dans le film ce matin, mais de l'état des lieux des impacts de nos propres activités en tant que chercheurs, chercheuses, étudiants ou employés à l'Université de Lausanne. Alors, pour établir sérieusement ce diagnostic, il nous fallait 2 choses. Premièrement, un cadre théorique, solide, pour guider le diagnostic de l'université. Et puis, des données, beaucoup de données et de temps pour les analyser. Commençons par le cadre théorique. Vous l'avez compris, le changement climatique a et aura des conséquences humaines majeures. Mais ce n'est pas le seul paramètre à prendre en compte. En fait, ce sont
9 limites planétaires qui ont été identifiées et quantifiées par les scientifiques et qui forment ensemble ce qu'on pourrait appeler un plafond écologique qu'il ne faudrait pas dépasser. Alors, l'économiste britannique Kate Raworth, elle prend acte de ces limites écologiques et elle ajoute à cette équation écologique les termes sociaux. Elle suggère que l'enjeu pour notre société est d'assurer à toutes et tous un socle social minimal sans dépasser les limites planétaires. Ainsi, entre le plafond écologique, en vert, et le plancher social, en bleu, se dessine un anneau vert. C'est le donut de Kate Raworth, tout simplement. Ce modèle du donut, nous l'avons appliqué à l'Université de Lausanne. Le Centre de compétences en durabilité a analysé finement les flux de matière et d'énergie générés par les activités d'enseignement et de recherche à l'Université de Lausanne. Voici le résultat du diagnostic. Commençons par le centre du donut. Vous voyez qu'il est grisé. Cela signifie que les impacts sociaux de l'UNIL sont toujours en cours de quantification et d'évaluation. Par contre, concernant l'extérieur du donut, on voit dès aujourd'hui que des segments rouges dépassent, un peu partout, le plafond écologique de l'UNIL. Notre étude montre en effet que l'UNIL dépasse jusqu'à un facteur 30 les limites écologiques, locales et globales de la planète. Mais en un coup d'œil, nous voyons que les postes d'impact les plus importants sur la biodiversité mondiale, par exemple, sont le matériel informatique que nous utilisons tous les jours, le matériel de recherche ainsi que la consommation de viande. En regardant maintenant les impacts de l'UNIL sur le climat, on retrouve les postes que j'ai mentionnés précédemment, auxquels on ajoute la mobilité en avion et en voiture et le chauffage de nos bâtiments. Alors, la bonne nouvelle, c'est que l'UNIL a la capacité d'agir sur la majorité des postes que je viens de mentionner. L'autre nouvelle, c'est que rentrer dans le donut va nécessiter un changement de trajectoire radical de nos fonctionnements. Il faudrait réduire nos émissions totales de gaz à effet de serre de 50% d'ici 2030 et de 95% d'ici 2050 pour respecter les accords de Paris. Face à ces constats, la mission de l'Assemblée se précise encore plus. Il s'agit de ramener le fonctionnement de l'UNIL dans les limites planétaires en divisant par 20 ses émissions de gaz à effet de serre ou par 30 celles sur la biodiversité globale. Je trouve la thématique intéressante et j'identifie une limitation. Les premières thématiques des sessions sont identifiées par l'équipe d'organisation sur la base des impacts environnementaux les plus significatifs et de la marge de manœuvre de l'UNIL pour agir dans ces domaines. À celles-ci, se sont rajoutées celles que l'Assemblée a souhaité aborder. Si je prends un thème qui est proche de moi, puis je fais de l'aspect bioinformatique, c'est vrai que c'est très dur d'intégrer le coût environnemental de faire tourner 1000 heures de calcul sur un serveur. Et moi, je remarque, dans mon groupe, chez mes collègues, il y a beaucoup de projets où, en fait, vu qu'on a accès à des énormes ressources informatiques, on fait tourner des énormes projets, puis après avoir fait tourner nos 10 000 heures de calcul, qu'on réfléchit puis qu'on s'aperçoit qu'on ne s'était pas posé la bonne question. Pour lancer le sujet, on a parlé un petit peu de l'éléphant dans le salon, c'est la viande en fait. Puis on essaie de regarder s'il y a un truc intéressant qui se dégage ou si finalement c'est une thématique qui est complètement bateau puis qu'on va pouvoir en prendre d'autres. Mais je lance le truc en attendant. Au cours de 5 sessions, l'Assemblée a travaillé sur la question des bâtiments et espaces verts, de l'alimentation, puis du numérique, des investissements financiers et de l'engagement individuel et institutionnel, suivi de la question des achats et biens de consommation, puis enfin de celle de la mobilité pendulaire et professionnelle. Donc aujourd'hui, le programme il va être très dense. Mais déjà, merci beaucoup d'avoir joué le jeu de cette expérience jusqu'à maintenant. Alors il y a eu peut-être des moments un peu déroutants, des lenteurs face à vos attentes. On va entrer dans le concret maintenant. Afin de s'ancrer dans le concret, justement,
Un dossier présentant les principales données autour de la thématique est remis en début de session. Des experts académiques et du terrain sont présents, comme ce jour-là, le chef de service d'Unibat, qui gère notamment les bâtiments et les espaces verts de l'UNIL. Juste peut-être un peu parler des projets qu'on a en cours. C'est le bâtiment des sciences de la vie, un bâtiment de recherche et d'enseignement, un bâtiment qui sera sûrement le bâtiment qui va consommer le plus sur le site. L'usage du bâti, depuis le Covid, on a vu quand même qu'il y a une fréquentation qui a fortement évolué sur l'université. On a plus de la moitié des collaborateurs de l'université qui font 1 à 2 jours de télétravail, et puis on a l'autre moitié qui font plus que ça. Donc ça a un impact très important sur l'usage des locaux. Maintenant, ce sera l'occasion d'aller confronter un petit peu ce que vous avez imaginé à nos 7 experts-expertes. Le rôle des experts académiques et du terrain est précieux. Ils permettent d'amener les dernières connaissances sur la thématique traitée, de répondre aux questions, de stimuler le développement de propositions et de faire un retour sur celles-ci. Bon, prenez place, asseyez-vous. Si on veut par exemple construire un parking souterrain, on est en gros condamné à faire du béton. La question c'est pourquoi a-t-on besoin de construire à ce prix? Pourquoi a-t-on autant vraiment besoin de voitures? J'habite dans le Jura nord-vaudois, village de campagne, 300 habitants. Les transports en commun pour moi c'est quasiment, pour le moment en tout cas, impossible à considérer. Donc la voiture, il ne faut pas non plus la diaboliser. L'enjeu ce serait de ne pas encourager, après c'est la décision de chacun, mais de ne pas rendre confortable la solution d'habiter loin et puis de venir en voiture. Donc c'est pas que les questions de bâtiment, c'est peut-être aussi les questions de territoire. Les problématiques traitées dans les sessions sont vastes. Afin de capitaliser sur les nombreuses connaissances amenées par les experts et les expertes, des moments de restitution collective sont organisés. 84% des déchets de toute la Suisse, 84% proviennent de la construction. Il faut bien réfléchir quand on construit un bâtiment et penser à des bâtiments modulables, c'est-à-dire que souvent on conçoit le bâtiment pour un usage, mais on ne sait pas quel usage en sera fait 10, 20, 30 ans plus tard. Pour faciliter le travail, l'Assemblée est divisée en groupes qui réfléchissent à la production de propositions, puis les synthétisent. Moi, j'ai mis arrêter toute nouvelle construction, donc ça veut dire potentiellement que les projets qui sont là, c'est pas OK. Il reste exactement 20 minutes et je vais lire les propositions qui ont déjà émergé. Je peux juste avoir l'attention de tout le monde. Il y a arrêter, limiter la construction de nouveaux bâtiments, installation d'une éolienne sur le campus, accélérer la rénovation des bâtiments, offrir le demi-tarif à tout le monde et réduire les voitures, prévoir des voies d'accès vélo. Et... Ouais, je sais, j'arrive pas à lire. Ce qui serait intéressant, c'est de prendre toutes les mesures qui sont là, de dire, OK, maintenant on donne un mandat à une boîte qui dit, on va faire le bilan CO2. Est-ce que ça suffit pour voir est-ce qu'on rentre dans les limites planétaires à ce qui est proposé? Et très certainement, on se rendrait compte que ça ne suffit pas. Et faire du zéro carbone 2050, on ne se rend pas compte à quel point c'est restrictif. Tu peux stopper direct la croissance de l'université, la moitié des labos dégagent. Mais tu te dis, on est quand même une activité différente d'une ville. Et cette vision un peu plus globale, pas une île, mais une île plus Lausanne, ça nous permettrait quand même de garder des activités qui sont nécessaires à la recherche, par exemple. C'est le mot de la fin. Merci beaucoup pour cette heure de production des mesures. Et maintenant, il va s'agir de renforcer ces mesures, de les débattre, etc. Et puis, évidemment, de les travailler au cours des prochains mois. Une table ronde avec les experts en fin de journée permet d'avoir un premier retour sur ces propositions et de s'assurer que celles-ci sont bien à la hauteur de l'enjeu. On peut dire, OK, on arrête de construire, mais avant d'arrêter de construire, il faut changer les usages, il faut changer le fonctionnement. Moi, les mesures, en tout cas, qui me séduisent le plus, c'est vraiment ces mesures d'usage des espaces, de savoir comment on veut travailler demain, quelle sera la façon dont on veut enseigner demain, ou faire de la recherche demain. Et à mon avis, ça ne doit pas être comme ce qu'on fait aujourd'hui. Le temps avance malheureusement très vite, donc je ne sais pas si vous voulez chacun dire un petit mot de la fin.
C'est vraiment impressionnant de voir une assemblée aussi engagée pour réfléchir justement à la transition à l'UNIL. Et je pense que, comme vous disiez tout à l'heure, il ne faut pas proposer juste des mesurettes, penser à tout le temps, toute l'intelligence collective. Il faut vraiment demander la Lune, puis demander des vraies mesures avec beaucoup de poids, parce qu'après, ça sera difficile de garder la tension quand on monte les échelons de gouvernance et de décision. Ça vaut la peine de demander vraiment beaucoup et puis de voir qu'après, on n'aura peut-être qu'une seule partie. Pendant 4 mois, les sessions vont s'enchaîner. Elles vont conduire à questionner en profondeur la manière de faire de l'enseignement ou de la recherche, notamment en lien avec le numérique et la mobilité professionnelle. Ce que je peux peut-être rajouter par rapport à ça, il y a eu une très forte poussée de la part des acteurs du numérique pour faire qu'il y ait de plus en plus de numérique qui soit mis en place. Parce que souvent, le problème aussi, c'est quand on dit on va faire moins de digital, on passe un peu pour des anti-progressistes. C'est assez clivant. Là, j'ai une mesure qui est assez facile, mais qui, moi, m'énerve beaucoup, c'est qu'on reçoit énormément d'emails qui ne servent à rien. On fait beaucoup de bruit autour du fait de ne pas prendre de l'avion, de prendre des transports publics, etc. Mais il y a très peu d'informations au niveau des étudiants. Que ça génère autant de gaz à effet de serre, le fait d'envoyer sur WhatsApp, on passe notre temps à envoyer des trucs. Donc, on a un gros paquet là sur l'hygiène numérique. Donc d'abord, plein de propositions par rapport au stockage. Pour moi, ce qui m'a frappé dans la présentation, dans les enjeux de l'Université de Lausanne, c'était la part des déplacements en avion. Enfin, c'est clair que là, il y a un gros enjeu. On voit de plus en plus de gens qui participent à des meetings à l'autre bout du monde, etc. Moi, j'étais frappé de la corrélation entre finalement le nombre de vols et le nombre de publications que je vais avoir si j'étais professeur. Finalement, celui qui ne fait pas de vol en avion n'avait pas de publication. Ça, c'est quand même un élément qui n'est pas normal aujourd'hui. À l'heure actuelle, on est dans un système dans lequel il y a des gagnants et des perdants. Et les gagnants, c'est ceux qui font une utilisation intense des ressources. Et les perdants, c'est soit ceux qui n'ont pas accès, soit ceux qui ont décidé de faire une utilisation moins intense de ces ressources. Donc à l'heure actuelle, en France, il y a beaucoup de personnes qui décident de beaucoup moins se déplacer, y compris de dire non à des invitations dans des conférences prestigieuses. Et ils le font pour des raisons éthiques, des raisons politiques, des raisons de valeurs. Et quand c'est chez les jeunes, ils acceptent peut-être même de ne pas avoir accès à certains postes ou certains projets. Et là, donc la question pour vous, c'est comment est-ce que vous arrivez à transformer le système pour que les règles du jeu changent? Et de ce point de vue, vu que vous êtes dans une expérimentation qui est unique à l'échelle d'une université en Suisse et qui n'est pas si répandue à l'étranger et que vous avez quand même la direction qui est vraiment de votre côté, vous avez le pouvoir là pour vraiment arriver avec des choses vraiment très ambitieuses et très en rupture qui feront de l'UNIL la première université au monde à mettre en place des mesures ambitieuses. Donc on a traité le bâtiment et l'alimentation en mars, on a traité les biens de consommation et la mobilité en mai. Nous sommes maintenant dans les dernières étapes du travail de l'Assemblée. Il s'agit de structurer les propositions sous forme d'objectifs pour 2050 et de pistes d'action qui permettraient d'y parvenir. Il s'agit aussi de les faire monter en puissance pour qu'elles soient réellement transformatives. Donc je pense que c'est déjà une belle journée pour vous féliciter pour ces 171 mesures produites. De nombreux outils sont mis à disposition de l'Assemblée pour affiner objectifs et pistes d'action. Méthodologie spécifique, retour d'experts sur les propositions, audition de parties prenantes, quantification de l'impact sur le CO2 ou la biodiversité, délibération collective. Le plus important, c'est qu'à la fin de notre travail, vous ayez formulé les objectifs. Le premier, c'était de diminuer de X%, donc il faut qu'on détermine le X. Est-ce qu'on est d'accord sur ces deux mesures-là? On les fusionne? Alors, du côté des kilomètres parcourus en avion, d'ici 2030, on a pris quelque chose d'ambitieux, c'est-à-dire une diminution de 50%. Puis 2040, 80%, et enfin en 2050, 95%. Vous pouvez lever les bras si vous avez une réticence et les deux bras si vous avez une objection. Dès 2027, l'UNIL passe à la semaine de 4 jours de travail. Troisième objectif, d'ici la rentrée 2024, l'UNIL propose des plats à 3 francs pour les étudiantes et étudiants. D'ici 2030, 20% de la population de l'UNIL vient en vélo. Toutes les propositions sont synthétisées afin de permettre aux membres de l'Assemblée de les passer en revue, puis d'évaluer quels objectifs et pistes d'action semblent les plus pertinents.
Donc tous les objectifs ont été validés dans le groupe alimentation. Les 28 objectifs et 146 pistes d'action sont finalement compilés dans un rapport destiné à la direction et à la communauté universitaire. Ces propositions questionnent en profondeur le fonctionnement du système universitaire et plus largement de nos sociétés. Réduction drastique de la mobilité professionnelle aérienne, réduction de l'offre d'alimentation carnée dans la restauration, ou encore mesures de sobriété dans la consommation de biens et d'énergie. Par exemple, dans le domaine des infrastructures immobilières, un des objectifs propose d'imposer un moratoire sur la construction des nouveaux bâtiments. Pour y parvenir, l'Assemblée préconise comme piste d'action d'optimiser l'utilisation des bâtiments actuels ou de surélever les immeubles existants. Merci pour votre présence, merci pour votre engagement. On avait fait ce pari que ce serait intéressant de créer une assemblée de la transition. Il me paraît assez clair que le pari est gagné. Alors je sais que les mesures qui auront potentiellement le plus grand impact seront probablement les mesures les plus ambitieuses et qui demanderont le plus de courage. Donc on fera de notre mieux. Je vous avais dit au tout début d'être ambitieuse et ambitieux. Vous l'avez été. Et donc je vous remercie d'avoir fait tout ce travail. On va passer juste à un petit partage, ce retour un peu de votre part. Comment est-ce que vous avez vécu cette assemblée? Et puis là, c'est parole ouverte à tout ce que vous voulez dire. Au début, on ne savait pas trop où on mettait les pieds. C'était un petit peu lent. Il y avait une volonté de tisser des liens. Et on ne pouvait pas forcément voir que ça allait se faire. Et finalement, au mesure des séances, ça s'est fait, ça s'est créé. Il y avait vraiment, je trouvais, une dynamique qui s'est mise en place dans tout le groupe, malgré nos horizons divers. Mais surtout, ça s'est fait grâce à vous et toute l'équipe de facilitateurs et facilitatrices. Peut-être un mot plutôt émotif de fin. Des fois, je venais à l'Assemblée et je me disais tout un après-midi à travailler sur des choses, je pourrais être en train d'étudier, ça prend du temps. J'étais peut-être fatiguée, mais quand même, j'étais à chaque fois surprise à la fin de sortir et d'être contente, de me sentir bien, d'avoir été productive en groupe et au final d'avoir pu faire partie de quelque chose qui peut-être va aider notre futur. Le rapport de l'Assemblée n'est pas un point final, mais plutôt le point de départ pour construire d'autres mesures transformatives et de durabilité forte. Le défi de ramener l'UNIL et plus largement l'ensemble de la société dans les limites planétaires est considérable. La communauté universitaire devra être audacieuse, rigoureuse, mais aussi humble. Une chose est certaine, et l'Assemblée le montre, il faudra le faire collectivement.